En quelques mots clés, notre antifascisme est anticapitaliste, il est internationaliste et il est solidaire. Pour moi, l'antifascisme, c'est de réagir face à une injustice, c'est de se placer du côté du dominé face au dominant, c'est d'essayer de construire une société égalitaire, c'est d'être autonome et du coup défendre ses propres valeurs et non pas les intérêts de sa structure. Pour moi aussi, aujourd'hui, l'antifascisme, c'est l'internationalisme. J'ai tout mon intérêt de me classer dans une posture de classe contre classe. Ma solidarité va envers quelqu'un qui vit les mêmes conditions que moi, les mêmes galères que moi et qui partage les mêmes valeurs que moi. Alors, du coup, pour moi, l'antifascisme ne peut pas être une posture purement morale ou moralisatrice. C'est quelque chose de dynamique et d'actif. On propose un projet de société où on n'est pas jugé par rapport à nos racines, nos origines, nos communautés, mais par rapport à ce qu'on peut être et ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, on subit les conséquences des années 80 en fait. L'antifascisme a été institutionnalisé, il a été récupéré par des politiciens de soi-disant la gauche, ce qui a fait que l'antifascisme est devenu une posture morale où on pointe quelqu'un du doigt. Nous, notre antifascisme, il est révolutionnaire. Mes références, c'est les brigades internationales, c'est les FTP, c'est les Artiti del Populo, c'est les partisans. C'est pas des merdes comme SOS Racisme. Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinado. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Alors, on ne fait pas que réagir à l'extrême droite. Pour nous, le vrai changement, c'est un changement sociétal. Et du coup, on essaie de montrer par le concret, par les actes, aux gens autour de nous, dans nos quartiers, comment on peut changer les choses. Via notre collectif à Marseille, on a un ciné-club, on a eu un club de boxe, on a fait du soutien scolaire, on a fait du suivi administratif, on a fait de l'aide au logement, on a fait de l'aide juridique. En fait, on a essayé d'agir dans notre quartier sur toutes les luttes possibles et imaginables. De montrer aux gens autour de nous qu'on est là, qu'on est solidaire. Alors aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler des antifas ou d'un antifascisme, il y a des antifascismes. Partout en Europe, partout en France, dans toutes les villes, il y a des collectifs, il y a des groupements qui se créent. Ces collectifs ont leur propre ligne politique. Face à une extrême droite qui va s'exprimer par la violence, par la domination, nous, notre arme, c'est la solidarité, c'est le nombre. En même temps, quand le FN s'exprime, ou quand un groupuscule d'extrême droite s'exprime, c'est pas le bof raciste lambda. C'est une organisation politique qui cherche à se développer, qui cherche à avoir une expansion idéologique et une hégémonie culturelle. Donc il est de mon droit de s'y opposer afin d'arrêter cet avancement. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre traîne n'est pas fasciste. Alors je m'en fous complètement du point de vue médiatique sur les antifas. Ils nous montrent souvent en tant que casseurs, en tant que des gens violents. Et ils ont jamais compris en fait le pourquoi de cette violence-là. Aujourd'hui, si nous on s'organise en tant que groupe d'autodéfense, c'est pour ne pas subir des situations, c'est d'avoir le libre choix de nos pensées et de dire aux gens que si pour s'exprimer librement, il faut subir des conséquences, puis on est prêt à les subir. On n'a plus le droit de s'exprimer. J'ai l'impression que c'est cool d'être facho et que si t'es progressiste, il faut que tu fermes ta gueule. Et du coup, ma réaction, elle est saine, c'est de se dire je suis ce que je suis, j'ai le droit de penser ce que j'ai à penser. Et c'est pas normal d'attendre que quelqu'un qui, dans son programme, dit qu'il va me marcher dessus, qu'il arrive qu'il me marche dessus. C'est normal de se préparer. On est en train de vivre une situation de crise. Plus personne ne fait confiance aux politiques traditionnelles. On est dans une fin de cycle.
Et du coup, moi, je suis pas là pour vous vendre une idéologie ou un parti ou vous dire de voter machin ou couffin. Enfin, je suis en train de défendre des valeurs, des idées, et mon militantisme, c'est proposer du concret. Aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont plus confiance dans le classique que quelque chose de nouveau peut naître. Et du coup, il faut arrêter de parler, il faut vraiment agir. Eh bien, je suis Lucio Urtubia, je suis un basque espagnol de la Navarre. Je suis ici depuis bientôt une trentaine d'années, dans ce local que j'ai créé moi-même sans rien demander à personne. Ma porte est ouverte pour faire toutes sortes d'activités en ce qui concerne les idées libertaires qui sont aujourd'hui nécessaires plus que jamais. J'avais 5 ans et demi quand la guerre civile a éclaté en Espagne. Bon, chez moi, dans ma région, ça a été horrible. Chez moi, il n'y a pas eu la guerre dans la Navarre. Il n'y a eu que la vengeance. Il y a eu presque 4000 fusillés. 4000 gens qui n'avaient rien fait du mal à personne, je peux vous le dire. Des pauvres, des salariés, des paysans, qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient rien. Si la République espagnole a été écrasée, c'est particulièrement parce qu'internationalement, elle n'a pas été aidée. Les anarchistes voulaient changer la société. Je crois qu'ils étaient fous à cette époque parce que, bon, c'était impensable. Mais quelle folie extraordinaire. Vous voyez, vouloir changer la société, une société égalitaire, une société du travail, une société où il n'y avait pas de pauvres. Tu vois, tout était à partager, des écoles pour les pauvres, enfin, toutes ces choses-là. Et d'un seul coup, je me retrouve au service militaire, ces militaires qui avaient fait la guerre d'Espagne, la guerre civile, et qui n'avaient fait que participer à l'exécution des républicains. Et je suis déserté. Je suis arrivé en France et d'un seul coup, je me retrouve à travailler ici avec des anarchistes et c'est eux qui ont commencé à m'apporter des livres, des bouquins et des journaux. Un jour, on m'a dit d'héberger quelqu'un et quand j'ai fait la connaissance de ce quelqu'un, j'ai accepté de l'héberger. Ce quelqu'un, c'était Kiko Sabater, très recherché par toutes les autorités françaises, espagnoles et par le monde entier, on peut dire. C'est un homme d'action, un travailleur de la CNT qui avait fait quantité de choses dans le domaine expropriation, dans le domaine des militants. Il se faisait ses journaux, il faisait tout l'imaginable. Mais résultat, je me suis retrouvé avec quelqu'un à la gare du Nord et à 88, on est allé dans une banque. À 88, on est rentré et à 5 heures moins quart, je suis sorti millionnaire. Eh bien, cet argent, ça ne m'appartenait pas, comme rien ne m'appartient. Il y avait beaucoup d'amis en prison, il y avait des familles. Alors, quand Kiko Sabater est sorti des prisons, j'ai sorti mon sac, il était plein de millions. C'est lui la première personne qui m'a envoyé à Barcelone pour aider les familles, les avocats et tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, ça c'est... Et j'ai continué dans ce domaine toujours. On a commencé avec les papiers d'identité, les documents, et ça nous a permis d'ouvrir des comptes, acheter de louer des appartements, acheter des voitures, enfin, 1000 choses. Il n'y a pas grande différence entre un curé qui ne fait rien et un anarchiste qui ne fait rien. Tu vois, pour moi, l'individu, il est ce qu'il est parce qu'il fait des sermons. Les sermons sont les sermons pour les curés et les discours pour les hommes politiques. Pour moi, le fascisme, ça a été la négation de l'être humain. Ça me rend malade quand j'entends certaines choses, qu'ils soient de M. Valls ou qu'ils soient du Front National. Quand j'entends des choses à M. Valls et qui s'attaquent aux pauvres parce qu'ils sont pauvres, quand ils disent que les Roumains ne seront jamais adaptés en France, quand j'entends, par exemple, le Front National dire qu'il faut expulser tous ces gens-là,
tout ça, c'est la négation. Il faut être contre toutes ces choses-là. Et les pauvres, il faut les aider parce qu'ils sont pauvres. Et bien, M. Valls, comme le Front National, comme tous ces États, parce qu'ils sont pauvres, on s'acharne contre les pauvres, alors qu'il faut faire le contraire. Vous voyez, il y a parfois, quand j'explique ces choses-là, je suis très malade. Ça me rend malade, je pleure parfois, parce que c'est inadmissible. On a tout à faire. Quel plaisir faire. Mais si on s'endort, si ils veulent faire les choses grandioses, tu vois, il faut commencer par le petit et faire ce qu'on peut, ce qu'on sait. C'est facile de dire que les autres, que c'est des bandits, des salauds, tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'essaye pas de créer? Donc, je m'appelle Yves Perrin, je suis militant antifasciste. Comment je suis devenu militant antifasciste? Disons que je suis tombé dans la marmite comme Obélix. Je suis fils de réfugiés politiques espagnols. Mes grands-parents, mon grand-père était responsable d'un parti qui s'appelait le PUM, parti ouvrier d'unification marxiste. Donc ils se sont enfuis d'Espagne en 1939 et ils se sont retrouvés déportés en fait en Algérie parce qu'ils ne pouvaient pas passer en France, la route avait été coupée. Donc moi mon premier terrain de lutte ça a été l'antifranquisme parce que Franco était toujours vivant. Il est mort en 1975, donc à cette époque-là j'avais 16 ans. En fait j'ai commencé à militer, j'avais 15 ans, donc je commençais à fréquenter les groupes libertaires. Et notamment les vieux espagnols ou des gens qui avaient participé aux brigades internationales. Donc ça a été l'antifranquisme et ensuite après la mort de Franco, ça a été l'antifascisme parce que pour moi il était évident que la mort de Franco n'était pas la fin d'un système politique qui continuerait. Jusqu'au moment où est arrivée la gauche au pouvoir. Là, d'un coup, effectivement, le terrain de l'antifascisme a été déserté par toutes les organisations politiques parce qu'il paraissait qu'effectivement, la gauche au pouvoir, c'était plus, le fascisme n'était plus à l'ordre du jour. Il se trouve qu'en 1983, il y a eu des élections municipales à Marseille. Et là, effectivement, l'extrême droite a pu obtenir 10% des voix sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Je suis parti ensuite en Amérique du Sud. Nos aînés avaient connu Cuba en 1959, c'était un rêve. Nous, on a eu le Nicaragua en 1979. Donc en 1984, je suis parti au Nicaragua pour participer à une petite révolution en Amérique centrale. Je suis revenu au moment où le Front National a explosé. Et à partir de là, il y a une riposte qui se met en place. Un peu partout en France, il y a des groupes qui se créent. Notamment, le plus célèbre, c'est le SCALP. C'est une période qui va être assez importante de développement. Parce qu'on est en plus à l'époque... il se trouve que le rock alternatif explose en même temps et que la composante antifasciste et le rock alternatif se retrouvent très vite liés. À tous nos camarades qui ne sont plus là, à ceux qui sont tombés, une arme au poing, à ceux qui ont rêvé à plus d'égalité, à ceux qui en prison ont payé leur affront. Après on est rentré dans une période on va dire de reflux parce qu'en fait on était sur une base qui était anti-lepéniste et on n'a pas cherché à développer le mouvement dans un sens plus large qui était pour moi l'antifascisme a toujours fait partie du mouvement révolutionnaire. Ce qui ne s'est pas fait et ce qui fait qu'au bout d'un moment effectivement on a commencé à tourner à vide et puis donc est arrivé l'affaire Ibrahim Ali, l'assassinat d'Ibrahim Ali. Ibrahim Ali c'était un jeune Comoréen d'une cité des quartiers nord de Marseille. Il participait à un groupe de rap local qui s'appelait B-Vice. Ce soir-là, donc après la répétition, ils étaient en retard. Et donc ils couraient dans les rues pour aller rattraper le bus qui devait les ramener dans leur cité, parce qu'après il n'y en avait plus. Et ce soir-là, ils ont fait la mauvaise rencontre. Ils sont tombés sur des couleurs d'affiches du Front National. Et ces gens-là étaient armés et ils ont tiré. Ça a été un grand moment pour nous de peine. Et à partir de là, effectivement, les choses ont changé pour moi et pour certains camarades. De là a découlé l'idée de monter un groupe qui serait un groupe d'autodéfense. Et c'est de là que sont nés les FTP, francs-tireurs partisans.
Donc à partir de là, effectivement, on va entamer sur une période de 5-6 ans plusieurs actions qui viseront à chaque fois les intérêts du Front National, donc les permanences. Et après la mort d'Ibrahim Ali, donc, on a commencé à toute une série de plastiquages qui se sont achevés en 1998. On était 2 incarcérés et on a bénéficié de ce mouvement de solidarité qui est parti à la base effectivement du mouvement libertaire et du mouvement Antifa et qui s'est très très vite élargi à l'ensemble du mouvement social. On était un mouvement d'autodéfense et ça les gens l'ont très bien compris. Et aujourd'hui, effectivement, c'est toute la société, l'État, aujourd'hui, qui participe à la fascisation de la société, les hommes politiques, de droite comme de gauche, par leur discours, par leurs pratiques, qui participent et qui sont en train d'ouvrir un boulevard, effectivement, à l'extrême droite. On manque de penseurs, ça c'est une chose. Et ensuite, effectivement, on manque, effectivement, il faut reprendre la rue. Les deux sont liés. Donc on a un gros travail devant nous, de refondation du mouvement antifasciste radical, et surtout ne pas perdre de vue qu'on doit s'inscrire dans un mouvement révolutionnaire. Je veux dire, on n'est pas là pour sauver le cul du PS, que les choses soient claires. On ne sera pas les pompiers de la social-démocratie, ni de la démocratie, parce que pour moi aujourd'hui on ne vit plus dans un état démocratique. On est dans un affrontement de classe contre classe. Il y a d'un côté il y a des dominants, de l'autre il y a des dominés. Et nous on est dans le camp des dominés. Et c'est là, dans cette perspective-là qu'on doit s'inscrire. On n'est pas là pour juste éliminer les mauvais côtés de la démocratie, du capitalisme, qui sont où, les vilains fachos, et après, on rentre à la maison, et le système continue à exploiter les gens. Je veux dire, les choses sont claires, on ne s'arrêtera pas là. C'est Gramsci, je pense qu'il a dit une chose qui est complètement d'actualité dans l'époque dans laquelle on vit. Il disait, le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et entre les deux, rôdent les monstres. On est dans la période où les monstres rôdent. Antira is like an organization or a network of anti-racist and left-wing football fans who are organized in fan groups, in ultra groups, hooligans, normal fans. The teams come from 18 different countries, but unfortunately this year the guys from Belarus wasn't allowed to come here. We thought it would be great if we can create an organization or a network which is a bit more political. The first Antira tournament was in 2005, and we invite our guests, we invite all the groups, and the most important thing is that the groups who come here are active in the stadium, of course in an anti-fascist way. I think it's the history shows that you need it. Because you have big problems with racism in football. You have many fans, hooligans who are organized as right wing. If you want to, you need to do something about it. And if you want to do it, you need to organize in a left wing way to inside the football. It's the whole idea is about making network that we can stay strong together, that we know that we're not alone. We play football together, we have fun together, but we also have political talks and workshops together. And the whole idea is to have a weekend together and know each other and networking. For example, once a year we make a common choreo, so every group is making a choreo in the stadium, and we do that all together, and then so that we have a stronger voice. Yeah, we have in Hamburg since 1.5 years. We have
around about 300 refugees from Lampedusa. Lampedusa. It's a big political, not only discussion, but the city wants to send them back, want to let them out of Germany, and but a big movement of citizens in Hamburg want them to stay because they arrived here from Italy and had nowhere to stay. In this fight, we as the St. Pauli fans organized, we give them something to eat, we give them clothes, we invite them to all the football games, and for this anti-racist tournament they are playing as well as a team also. Yeah, and they live in our houses. In the wintertime they stay in our houses, in our guest rooms, wherever, or in our living rooms. We have groups of fans here who normally don't like each other, who are rivals and fight with each other normally. But you have them here because one thing is that they don't like each other for football reasons, but both groups are left-wing or anti-racist. You have them here and they respect each other here and stay here together as respect for the network and for the tournament. So for the weekend, it's about your opinion and about your behavior, but not about the color. But it's Rote Flora is a big squatted house in Hamburg. It has a 25-year history. If you come from outside, you see maybe the concert program, a lot of hardcore punk bands playing, or you see big parties taking place. And this is just one side of Rote Flora. Rote Flora is also a meeting place for political groups. So Rote Flora is a place where you can repair your bicycle. You can repair your motorbike. We have we have a big archive where we are collecting papers and posters and everything the left in not just Germany has written over the last 60 years or something like that. And we also got a lot of band rehearsal rooms, and we have a big cafeteria. And there's a big circle of people active inside the house. And if you want to understand Rote Flora, very important is to understand it's a very 100% uncommercial place. It's a very open project. You can do a lot of different things if you think I want to do it, but it's important that it's not discriminating in any way. So we don't like assholes who are doing racist stuff or nationalism. We don't like this stuff. But besides this isms, it's very free to do anything you want here inside the house. So. We have a big, the Rote Flora has a big conflict with the landlord. Now he's trying to sell the building for the biggest amount of money possible, and we will not leave these buildings without a fight. So, and this is the reason why we organized this big demonstration. I personally was positively surprised to see so many people on the street, and there were a lot of people from Hamburg and around, but also a lot of international solidarity. We know if we don't are ready to fight for a project, we will lose it. But if we continue to be strong and we got to be aware that we got to fight for things that are important for us. And if we go on with this struggle, the Rote Flora will go on in existence. Rote Flora is very political because we are taking place in conflicts in the city. We show solidarity with groups, so we supported the Lampedusa refugees or in general illegal people in the city by supporting their struggle on the street, by supporting their demonstrations, by collecting money for medical costs because they are not part of the system in Germany. There is the big right of the city. We call it the German Recht auf Stadt movement, and they are fighting against gentrification. We are also part of anti-fascist movements inside the city.
we're trying to be the backbone of these counter activities in a way. So it's not always 100% perfect. Important to know about Rote Flora is it's just a political and cultural place and nobody lives inside the building. And I think that it's just a place where you take part in your activism and not the part where you try to raise your children helps to keep it more radical and more political. So, in my personal opinion, it's not right to say something is political and something else is not political. So, we're living in a very complex system. Capitalism is everywhere and trying to corrupt every aspect of our lives. And if we try to organize our life in a different manner, if you just do it in a different way, it's political. It's not always the most practical way we organize things here, because we have a general assembly, we're discussing everything, we don't make votes where minorities get singled out, but we go on with discussions until everybody inside the project is satisfied by it. Things, centers like Rote Flora don't work if people just come to consume. Places like Rote Flora are places of participation. So if you think places like Rote Flora are important, you have to come and help out. Or if you're not satisfied with your local independent center, go on and found your own. So, because we need a lot of such centers. Askatasuna, c'est un centre social qui a été occupé à Turin dans l'automne 1996 et qui avait été un peu la décision de la courante autonome de Turin. Là, c'était le besoin pour les camarades d'avoir un lieu qui était dans un quartier, c'est-à-dire qui nous permettait de faire une intervention politique et sociale, pas seulement pour nous rejoindre et discuter et faire des initiatives dans la ville, mais aussi qui pouvait avoir un certain ancrage dans un quartier, dans un contexte urbain de la ville. Et c'est comme ça qu'il est né le centre social. Dans le centre social, il se tient beaucoup d'initiatives, d'activités plus sociales, plus culturelles ou plus sportives. Là, on est dans une salle de sport qui fonctionne depuis 10, peut-être cette année, c'est 11 ans, qui est l'Antifa Box. Il y a des gens qui font du théâtre, il y a des collectifs des étudiants qui se retrouvent, il y a une salle où on fait des dîners pour nous financer nos activités ou des activités des autres collectifs ou des casses contre la répression, des choses comme ça. Il y a une petite salle qui a été gérée par un comité autogéré des quartiers des parents pour les enfants, pour la pré-école, des initiatives de ce type-là. Il y a encore une salle qui est utilisée pour donner des infos et, disons, des aides matérielles directes à personnes qui subissent une tentative d'éviction par la mairie, par les propriétaires. Donc, sur le niveau de la lutte pour la maison, pour le droit à l'habiter. Et là, il y a une salle qui, toutes les semaines, dans un certain horaire, reçoivent des gens qui ont besoin et qui ont ce problème pour chercher d'organiser une résistance ou compiler des listes de nouvelles occupations qu'on ira faire avec des autres collectifs, avec des autres centres sociaux de la ville et des gens qui en ont besoin. Très bon exemple pour nous d'engagement politique. Beaucoup, ça a été notre engagement dans la lutte notave, qui se tient notamment surtout quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans la vallée Susa, qui est la principale vallée de conjonction entre l'Italie et la France, où il y a notamment ce projet de train à haute vitesse, dans une vallée qui est déjà très infrastructurée, très polluée, très habitée, et où il existe déjà d'ailleurs une ligne à haute vitesse, parce que le TGV qui va de Milan à Paris passe par là déjà. Et là, c'est un projet où il y a beaucoup d'argent public, beaucoup d'intérêt politique, mais c'est un mouvement qui, depuis 20 ans, résiste contre la construction de cette nouvelle ligne et la nocivité qui va se reproduire et la destruction de leur territoire. Et nous, on s'est engagé dans cette lutte depuis 1999 et on est, une partie assez active et importante dans ce mouvement, qui est devenu d'ailleurs un des principaux points de référence politique pour le mouvement en Italie, pour sa capacité de durer,
d'endurer, de résister, de faire face à une répression dure, ne pas accepter la division entre bons et méchants, disons, un territoire qui a été capable de se radicaliser, de rester solidaire et de tenir. Non? Donc c'est un mouvement où tu as des gens comme nous, des autonomes, des catholiques, des gens qui viennent de la gauche, mais aussi des gens qui n'ont jamais fait de la politique, des autres tendances de mouvement, anarchistes, n'importe quoi. Donc c'est un mouvement qui est devenu un point de repère important en Italie. Comme je disais avant, il y a un comité de quartier qui est autogéré complètement par des parents, des gamins qui vont aux écoles, parce qu'il y a 2-3 écoles alentour de San Socia. Quand il y a eu de gros mouvements, par exemple, pour la défense de l'école publique contre la privatisation, on a fait aussi des initiatives communes, nous, même avec les enseignants de l'école, avec les parents, comme ça. Et puis, il y a des initiatives fixes tous les années, comme la fête de printemps qu'on fait dans le jardin ici à bas. On tient les jardins ouverts pour les quartiers tout l'été quand ils finissent les écoles. Il y a toutes les semaines une initiative qui est coordonnée avec des agriculteurs biologiques autogérés, disons, là dans la rue piétonale, qui se tient 2 fois par mois. Disons que c'est une des communes, minimum commun dénominateur qui on ressent depuis notre identité, notre histoire, notre façon de base de faire politique. Pratiquer l'antifascisme comme antifascisme militant, c'est important. De ne pas laisser des espaces vides politiques pour ce type de regroupement. Beaucoup de fois, on se fait charger, on a beaucoup de camarades qui ont subi de la répression pour ça, de la prison aussi. Disons que nos objectifs sont de chercher à bâtir une présence forte dans les quartiers, dans les milieux sociaux, qui puissent compter pour pousser en avant une idée de politique, de participation et de militance qui se fait en autonomie, notamment, des institutions. De plus en plus, il y a une crise des institutions, une crise de la démocratie représentative dans toute l'Europe, mais dans nos pays aussi dans des formes plus avancées. Il y a un total, presque un gros décollage des gens par rapport à la politique et nous, on croit qu'on peut travailler là-dedans. Donc, pour pousser avant des idées, des pratiques d'autogestion, de militance, d'auto-organisation. Et bien sûr, les objectifs, ils seraient des objectifs tellement hauts qu'il c'est même difficile à les prononcer, c'est-à-dire changer tout. Bien sûr, ça reste des objectifs révolutionnaires, mais on est dans une époque qui n'est pas trop révolutionnaire pour le moment, mais qui est pleine de contradictions. Pour nous, ce qui est important, c'est que la jeunesse surtout arrive à gagner une habilité à conduire leur vie, à être autonome vraiment, c'est-à-dire à ne pas être sous le chantage d'une organisation sociale qui nous dit que le problème c'est le manque de travail, alors que le problème c'est pas là dans nos sociétés. Ce sont des sociétés très très riches. Le problème c'est la distribution de la richesse, la possibilité de chacun de faire sa vie, et c'est sur ce niveau qu'il faut lutter selon nous. Tous les niveaux de la vie sont politiques, et donc tous les niveaux de la vie sont à travailler politiquement. Ce qui ça veut dire, pas idéologiquement, c'est pas question d'une banderole ou d'une idéologie, mais c'est d'une pratique, d'une méthode, de chercher à se construire la vie quotidienne autrement. Allora, la palestra popolare Antifa Box è un'idea che è nata dopo il G8 di Genova nel 2001. È nata per un'esigenza personale, però l'idea era un'idea politica. L'esigenza personale era quella di riprendere a fare pugilato
in uno spazio diverso dalle solite palestre, è uno spazio che lo intendevo autogestito. Questo spazio l'ho trovato qua all'interno del centro sociale a Scatasuna. La voglia di intraprendere questa esperienza è nata soprattutto per i fatti di Genova, dove in quei giorni si era subita una forte repressione, e anche nei giorni a seguire. Nel nostro ambiente c'era quasi una voglia di riscatto, di intraprendere con una nuova forza il percorso politico. La palestra in quel momento mi è sembrata l'idea giusta. L'idea è di poter concepire lo sport dal basso, senza la logica consumistica del business legato allo sport, ma in netta opposizione a quella logica, che è una logica che noi non riconosciamo, la logica capitalista, e noi in questo cerchiamo di maturare un'idea anticapitalista e antifascista. Abbiamo voluto chiamarla così perché le nostre esperienze come centro sociale a Scatasuna hanno sempre valorizzato la lotta al fascismo. Ci sembrava giusto collegare uno sport a quell'idea come veicolo, come strumento di aggregazione. Buonasera a tutti, benvenuti. Dai, allora, sesta edizione della grande box, Antifa Box Torino. Perché lo fai uscire fuori dalle corde, Franz! Vai così! Dai, Franz! Good, Franz! Come on! Dai, Deo! È andata avanti negli anni con tanto successo e tanta presenza di persone, che ha portato poi a far diventare la palestra una struttura, non più un luogo dove ci allenavamo all'inizio noi, soprattutto noi compagni del centro sociale. A quel punto la palestra ha iniziato ad avere una visibilità tale in quartiere, nella città, che sono arrivate tante persone, e a quel punto l'abbiamo proprio strutturata come palestra popolare, dandogli un'organizzazione, una sua riunione di autogestione. La nostra visione dello sport è, diciamo, una visione un po' diversa da quella che hanno un po' tutte le altre palestre. È una visione che ha come base diciamo, la condivisione non soltanto di ideali, non soltanto di metodologie, ma anche proprio a livello di saperi personali. Nella nostra palestra non c'è una persona che viene pagata per insegnare qualcosa a qualcun altro, ci sono soltanto più persone, c'è una collettività che cerca di diciamo, dare tutto ciò che ha a disposizione, quindi dare il proprio sapere, condividere ciò che ha. Diciamo, con queste basi qua nessuno qua dentro nella nostra palestra prende soldi, nessuno lucra diciamo, sulla nostra attività. Ciò che ci importa anche molto è l'aspetto, diciamo, più sportivo. Nella nostra palestra non c'è una logica estremamente competitiva, non c'è una logica estremamente agonistica, c'è una logica anche qui proprio di condivisione, magari anche a volte di voglia di misurarsi con gli altri, però noi non abbiamo l'idea dell'utente come persona che viene nella nostra palestra, bensì come parte integrante del nostro gruppo, del nostro collettivo. Riteniamo quindi anche che comunque la palestra popolare e lo sport popolare in genere sia un ottimo comunque strumento sociale anche per portare avanti la nostra lotta politica. Anzi, la presenza femminile è notevole. Abbiamo avuto persone anziane che si sono avvicinate alla palestra, giovani, bambini. È uno sport che lo adeguiamo a chi viene, all'età, al sesso no, perché è uguale, le ragazze fanno box con noi
combattono anche con noi, non c'è un discorso sessista alla base. Via! Il messaggio appunto è quello di diffondere il più possibile il concetto di sport popolare, creare sempre di più strutture che possano permettere a tutti gli strati sociali di praticare lo sport, perché lo sport è un diritto di tutti. Moscow Death Brigade is an anti-fascist hip-hop punk rock band. We started it as a totally DIY band, as a tool of a propaganda, because you don't need to play hip-hop. You don't need lots of equipment. You don't need lots of people and lots of instruments. You can just grab 2 mics and something to play the beat, or even don't play the beat. Just a couple of mics, and go to other cities and perform and share your ideas and collect money for the good causes and stuff. So we also try to combine punk rock, heavy metal, hip hop and social ideas and our own beliefs in one act, and I think for this moment it works good, at least for us. The Russian scene is a pretty young one. It started when we first had militant anti-fascists who started to fight back Nazis. Because back in the day, especially in the 90s, the whole scene and I can say the whole youth subculture was dominated by neo-Nazis. Metal, punk rock, everything. You go to the show and you see lots of neo-Nazis. You have neo-Nazi security. You have bonnets beating up people just for no reason. And the situation was like this. And then we had people, actually a very small group of people who started to fight them back, who started to attack them on the shows. And one of those people was Ivan Khutorskoy, also known as Kostelom, our friend who was murdered by neo-Nazis, shot just when he was entering his apartment building. One of the many victims of neo-Nazis in Russia. So when these people started to fight Nazis back, some other bands have started bands which were openly anti-fascist, bands which have followers who also were ready to fight Nazis back, and more people started to join the anti-fascist movement. But the problem was still serious for many years. Because as anti-fascist activists, we have always been outnumbered by neo-Nazis. Politicians used right-wing football hooligans and neo-Nazis to attack the opposition groups, to attack the opposition meetings and journalists, and use them as fighters. They paid money to them and they protected them from the law. And also in the media we have always had serious propaganda aimed at anti-fascist people, because both Nazis and both official mass media always try to tell people that anti-fascists are against common people, against working class, they are paid by West and they support drugs and etc. etc. I think you know the situation. Back into fail-safe, all-scale brainwaves. Campaign brings vacate upstate. Bring blood from your veins, bring twilight lights, and you can't go wanna be a slave. Babylon, blood clots, full front assault. International murder squad, fully untold. Camouflage in your brain that is caused by the rage of the enemies who never really been a threat. As I said before, the authorities have always supported neo-Nazis and also seen the anti-fascists as a revolutionary force. And after some serious street actions and meetings and demonstrations, we had some serious repressions on the activists, and people can go to jail just for being part of the anti-fascist movement.
And because in Russia we had this special police division called Division E. E is for extremism, but actually they just trying to persecute anti-fascists, and also sometimes they also persecute Nazis. But Nazis usually collaborated with the police. They collaborated with the authorities, and also many Nazis started to work for the police and became police officers, which is really strange for people who have ACAB tattoos and all that stuff. But anyway, they always reported. We had police crashed in the shows, arrest people, beat them up for no reason, and this situation repeats from time to time. I think at some point our scene started to join the international global anti-fascist community. It's a very good thing that many people from different countries were really interested in our growing movement and tried to support us, and especially when we started to lose our comrades killed by neo-Nazis, we had lots of support from all over the world, both financial support and donations from people, and also moral support, which is also was really important for us, because we knew that we are not alone and that we have comrades and friends all over the planet. My name is Peter. I've been part of Moscow anti-fascist scene for years. Yeah, we were among the group of people who were, started the whole stuff in at least in Moscow region, and went through good times and bad times, and the movement I first entered when I was a teenager have been gradually, geometrically rising and developing and changing, and I'm very proud of being part of that. You know, it's different in Western countries and in ex-USSR, I guess, because there we have that absolute clear understanding that if you are not going to help each other, then the hostile society will just eat you and get rid of you. And I was from a poor neighborhood, and all my friends were in the Nazi movement, of course, and because it was the most widespread movement in the 90s. And I couldn't enter their scene. I just hated it. And finally, when I got a couple of kids who had the same view and on the situation, I was I felt myself in heaven. And then I entered whatsoever the anarchist and anti-fascist scene, and whatsoever football hooligan scene, and all possible scene, punk scene. That we were among the first whatsoever real militant anti-fascist groups in Russia. So, and being really effective against the Nazis, who were the absolute majority in Moscow, but still were very disorganized and chaotic, and we could really deal with them. And there we were fighting on the daily basis, and some people, it was bloodshed, and some people got murdered, and it was total chaos and brutality. Being a punk, anti-fascist, trashy hooligan is much safer in Russia than being normal, because it gives you opportunities. It gives you the correct understanding of life, current instrumentarium of proper living in the trash society, and it gives you a lot of friends. It gives you a lot of support. You have your common money. If trouble come, normal Russian would just go to jail, and our comrade would get the best lawyer in Moscow.
There was like the first kids from Minsk would come to us and say, wow, we just established our anti-fascist football club MTZ Po, and like we are 20 people, but we are all very, very active, and we said, okay, we can come to your derby match and help you fight back. Then after years they developed their own, they kept winning, and they developed their own crew, and that crew was developing more and more. Well, but the most important part of our cooperation, which came to be crucial at later years, was that instantly, as soon as someone would get problems with the police when the massive repressions against the scene would start in a certain region, then the people would just pack their stuff and go to another country or to another city, and they would instantly find a place to crash, maybe work even, and that would be all off the record and absolutely only through our networks. And that's how we evacuated in 2010 masses of people. So yeah, that works very nice. And in 2010, when there was the first very massive countrywide wave of repression came, there were two of my comrades were imprisoned on the same action, on the same case that I got involved, and I just had to leave Russia. And immediately we had all the media on our side, and just could organize huge demos. There were 3,000 people just within a week in the center of Moscow, and police couldn't really do anything with that because we had so much of social support whatsoever. And then there was the wave of international solidarity actions, and we got solidarity actually from very unexpected sources eventually. There were some Bolivian communists supporting us, so something we would never expect, and that was very, very pleasing for us, and that was very nice how it worked. Был опорой в жестоких сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, давал силы в муках блокадного Ленинграда. Закалял дух в несчастливых боях на безымянных высотах. Alors le projet de la Horde, il est venu de plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'il y avait des collectifs antifascistes en France, plusieurs dizaines, mais que la plupart travaillaient localement sans savoir ce que les uns les autres faisaient, même parfois à 150-200 km les uns des autres. Il n'y avait plus les réseaux qu'il y avait dans les années 90, même pendant les années 2000, comme les réseaux No Pasaran ou Ralfron. Ces réseaux ont disparu, qui faisaient quand même le lien entre différents groupes. Et du coup, même si l'activité antifasciste s'est poursuivie, elle n'avait plus de visibilité et surtout elle était plus coordonnée. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il manque à l'antifascisme en France une dimension internationaliste. C'est-à-dire que là aussi, c'est un peu le même problème. Souvent, ce qui se passe à l'étranger est mal connu, peu connu, les échanges sont peu nombreux. On avait constaté que la conséquence de l'écroulement des réseaux, c'est qu'il n'y avait pas non plus tellement de matériel disponible pour les gens, les individus ou les collectifs qui voulaient avoir des affiches, des brochures, des stickers. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a eu une offensive anti-antifasciste, à la fois, bon ça c'est normal, de nos ennemis politiques, mais également dans les médias, également même dans notre propre camp, avec beaucoup d'idées reçues sur l'antifascisme. En gros, ça serait un truc de jeunes, de bandes, qui n'auraient pas de culture politique, qui n'auraient pas d'histoire, qui n'auraient rien, quoi. Et on a voulu dire que c'est pas une fatalité, tous ces constats-là, et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Alors on veut construire ça progressivement. La première chose, le premier outil qu'on a mis en place, c'est un site internet. C'est pareil, ça paraît fou
dans les années 2010 de ne pas avoir un site antifasciste de référence en France, mais c'était le cas, il n'y en avait pas. Il y avait plein de sites locaux, on pouvait quand même se renseigner, mais il fallait vraiment déjà les connaître. Donc voilà, il manquait un endroit en fait, où on pouvait centraliser et donner de la visibilité aussi aux activités. Donc ça, notre premier objectif avec le site, c'était à la fois de couvrir l'actualité de l'extrême droite avec un point de vue antifasciste, et une forme d'expertise aussi, puisque une partie du travail Antifa, c'est justement de déconstruire aussi les représentations parfois fausses qu'il y a sur l'extrême droite, c'est-à-dire en parler pour ce que c'est, déconstruire, pas simplement diaboliser ou pointer du doigt, mais vraiment dénoncer le discours, les pratiques. Donc il y avait une partie là-dessus. Mais l'autre point important pour nous de l'actualité, c'est celle des groupes antifascistes eux-mêmes. Il y a toujours une espèce de modestie mal placée de la part des antifascistes, de jamais parler d'eux, de pas écrire leur histoire, etc. Et bon, voilà, nous on voudrait aussi laisser une trace de ce qui se passe, et puis s'en inspirer, et pas toujours réinventer la roue, repartir de zéro. Donc là, sur le site, il y a donc une partie actualité. Il y a une partie où on peut commander du matériel. Bon, alors pour l'instant, on commence, c'est pareil, on y va étape par étape. Pour l'instant, on a commencé par les stickers, parce que après, comme autre matériel, on fait des documents un peu plus pédagogiques. On a fait un schéma sur l'extrême droite qui permet d'avoir des repères. Parce que pour nous, avoir le site internet, c'est pas une fin en soi. C'est un outil. Pour nous, l'antifascisme, il se pratique dans le monde réel, évidemment. On peut pas se contenter d'une dimension virtuelle. Mais on propose d'intervenir partout, y compris à l'étranger, on l'a déjà fait. Notre angle d'attaque, c'est de déconstruire ceux qui portent le projet exactement inverse, pour aussi mettre en avant nos idées. On pense qu'il y a une lutte spécifique à mener parce que l'extrême droite a un projet de société. Ils sont ni portés par la haine, ni par la bêtise, ni par la folie. Ils sont portés par des idées et qu'on estime que face à ces idées, il doit y avoir une riposte adaptée. Nos bannières aux couleurs de la guerre, leur oppression, leur haine, la rage, leur frappe, leur flics qui veulent que l'on dégage, leur prison, leur port, leur centre de rétention, leur charter à l'aéroport, leur climat sous tension, leur morale, leur philosophie, leurs armes et leurs profits, les œuvres d'art aussi, les comptes en réfléchis, compte rendu précis, des filiales, des grossistes, des marches qui négocient. Notre mémoire, nos disparus, nos morts, nos murs, notre béton, nos luttes, nos quartiers, nos larmes, nos histoires et nos révoltes, nos pays, nos événements, qui veut ça, nos kiosque, qui veut du rapport, qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa terre après le cristal, les bordel, qui sur la ligne de front, roule un gros joint, lève le poing, monte le son. Quartier Libre, en fait, c'est un collectif, donc il y a pas mal de gens qui viennent d'horizons différents. C'est pas une organisation politique, c'est avant tout un collectif d'individus qui s'est rencontré après les émeutes de 2005. On n'a pas pour ambition de faire adhérer des gens, mais de diffuser des discours, des analyses qui manquent. Souvent, on a l'image dans les quartiers populaires, c'est un désert politique, c'est l'expression. Il n'y a pas un désert, il y a une tentative de dépolitiser ce qui se passe dans les quartiers, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de luttes. Et après, beaucoup de gens nous ont dit, c'est intéressant ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas impacter beaucoup de gens si vous ne passez pas sur le net. Donc après, on a monté un blog, on a mis des articles, des vidéos et ainsi de suite, ça a monté. On peut dire que ça marche un peu dans le sens où beaucoup de gens nous disent, c'est par exemple le démontage de ce qu'on fait de Soral, Dieudonné et de pas mal d'autres trucs, ou de ce qu'on dit sur les quartiers des hommes politiques classiques, comme Valls et ainsi de suite, ça sert d'argumentaire. Nous, ce qu'on veut, c'est diffuser, parce que l'idée aussi sur laquelle on se base, c'est que l'hégémonie est passée à droite. C'est-à-dire que les mots, les concepts politiques, la droite a gagné. Et donc tout le champ politique a basculé à droite au niveau des idées. La vision qu'on a des quartiers, c'est une vision de droite des quartiers. C'est-à-dire c'est pas dire que c'est là où il y a des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale, relégation sociale, toxicomanie, femmes célibataires, discrimination, contentement des immigrés. Non, c'est il y a des sauvages, des barbares et ainsi de suite. Donc une lecture culturaliste qui est en train de dominer et qui touche même la gauche radicale sur l'islam. L'islamophobie, ça fracture l'extrême gauche. Une partie de l'extrême gauche était pour la loi sur le voile, en disant oui, laïcité. Ils ont complètement intégré, assimilé le discours de droite ou le discours républicain sur l'ennemi se trouve dans les faubourgs. La place des voyous, elle est en prison. Plus exigeant sur les critères de l'assimilation, parce que l'assimilation, c'est le mot qui est écrit dans la loi. Ce qui se passe, les mots qu'on utilise au jour le jour, ça tombe pas du ciel. C'est des luttes politiques aussi, des rapports de force, et ça indique aussi comment on regarde les classes populaires. Elles ont été transformées, c'est pas les mêmes entre la fin du 19e siècle et maintenant. Et pourtant, les analystes, pour elles, que ce soit de gauche, c'est quasiment les mêmes, on va dire, de la première moitié du 20e siècle. Primo, nous, ce qu'on défend, c'est un antifascisme politique. Populaire, mais avant tout politique.
toutes les années 80-90, c'était un antifascisme ou un antiracisme moral. C'est pas bien d'être raciste, SOS racisme ou d'autres, c'est pas bien. Sauf que ça n'a pas empêché la montée du Front National. Tu peux pas faire des luttes politiques juste sur la morale, parce que quand tu as des chocs sociaux énormes, la morale, elle bascule. Et puisque maintenant elle est à droite, ça ne suffit pas. Et donc c'est pourquoi il y a une montée de l'extrême droite, il y a une transformation stratégique de l'extrême droite, qui est passée grosso modo d'un racisme biologique qui était un peu disqualifié à un racisme culturel. Et ça percute mieux les gens. C'est-à-dire que les Arabes, c'est des sous-hommes, et ça marche moins que de dire « ouais, mais culturellement, les musulmans ne sont pas aptes à la démocratie ou à la République ou à l'Europe ». Donc déjà, dire que l'extrême droite, pour une partie d'entre elles, utilise des nouveaux concepts. Donc il faut utiliser une nouvelle stratégie. Ils sont tous sur le culturel, le racisme culturel, l'islamophobie. Et là, tu vois des connexions qui se font objectives ou pas entre une partie de la gauche laïcarde et une partie de l'extrême droite. Donc l'antifascisme, pour qu'il prenne vraiment un ancrage, c'est d'abord ancré dans les quartiers, parce que ça a été un truc de centre-ville, quoi. La difficulté, elle est là. Il y a un tel fossé des quartiers, une telle relégation et un mépris de la gauche envers les quartiers que essayer d'amener là-dessus sur ces discussions, c'est très compliqué. Mais l'antifascisme, il peut être que populaire et politique, et pas moral et d'élite ou de centre-ville. Sinon, c'est la fin. D'abord, il faut partir du fait qu'on a perdu. Voilà, c'est la droite qui tient, économiquement, politiquement, culturellement. Parce qu'avec Soral et Dieudonné, t'avais des gens de gauche, machin, qui disaient non, mais il est sur notre base. Non, 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 c'est un ennemi politique. Le problème, c'est que c'est eux qui mettent l'ordre du jour du calendrier politique. Première chose, tu traces la ligne de front, qui sont les ennemis, tu retravailles tes analyses en ancrant le fait que voilà, les quartiers populaires se sont transformés, les classes populaires se sont transformées, donc tu ne peux pas penser de la même façon qu'au début, à la moitié du XXe siècle, et surtout un ancrage dans les quartiers. Souvent on nous dit ouais mais c'est compliqué dans les quartiers, ils veulent pas de toi. Parce que toi, si tu te ramènes avec ton discours révolutionnaire ou machin de classe qui ne répond pas aux besoins des populations, c'est clair qu'ils vont te cracher à la gueule comme n'importe qui. Le truc de base que peut faire pas mal de gens, c'est écrire en public. Il y a pas mal de gens analphabètes illettrés, répondre aux besoins, l'entraide scolaire, et un tel pour montrer qu'il y a refaire des quartiers ce qu'ils ont toujours été, des lieux de sociabilité, pour remettre du lien et les mettre au centre de la vie politique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vivent dans les quartiers, c'est un laboratoire, nous ce qu'on dit c'est un laboratoire d'expérimentation du néolibéralisme, ce qui percute dans les quartiers, c'est ce qui va arriver après. Bon, là, on est toujours en train de dire ouais, mais maintenant la boîte d'intérim, c'est le premier, ça va être la première entreprise de France. Mais dans les boîtes, dans les quartiers, c'est quasiment la première depuis longtemps. Et là, tu vois véritablement un mépris de la gauche, et la gauche radicale aussi, envers les populations des quartiers. Ils sont encore croyants, ils sont musulmans ou chrétiens, ils pensent qu'à réussir dans la vie, et ainsi de suite. Mais pourquoi tu veux qu'ils soient meilleurs, entre guillemets, plus révolutionnaires que toi, le reste de la société ? Et c'est parce que tu n'y es pas. C'est parce que tu n'as pas d'analyse. Tu fais des plans sur la comète, tu crois qu'en restant dans un entre-soi culturel, nous, ça ne nous intéresse pas d'être dans l'entre-soi culturel politique. Nous, promouvoir nos idées, c'est une guerre culturelle. Enfin voilà. Un peu ambitieux. Envie de scier les barreaux, de faire péter un QHS comme Charlie, serrer la tête d'un fave dans un étau, vandaliser les quartiers riches de Paris, stopper le manège, leur politique déliquescente, stop on abrège, leur rhétorique plus que puante. Alors pourquoi quartier libre alors qu'il y a un paquet d'autres sites sur le net, alternatifs et ainsi de suite? Parce que déjà, tout ce qui est médias dits dominants, répercutent l'hégémonie, c'est-à-dire qu'ils font, même s'ils sont un peu, à la limite, ils sont juste plus moraux, plus dans une espèce de gauche morale, mais concrètement, quand tu lis Libé, Le Figaro, ou je sais pas quoi d'autre, et même des trucs un peu plus comme Rue 89, c'est pas transcendantal, honnêtement. Ça veut pas dire que nous, ce qu'on apporte, personne ne le dit, mais autant faire masse, autant multiplier les différents canaux d'information, parce que chacun a différents angles, mais en avant plus une ligne de politique, mais aussi c'est parce qu'il faut répondre au coup par rapport à l'extrême droite. L'extrême droite a gagné, c'est clair, sur Internet. Depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, ils ont multiplié le nombre de blogs, ils ont même du genre F de souche qui est maintenant devenu un site sur lequel les journalistes de grands médias vont puiser comme si c'était l'AFP ou Reuters. Ils ont fait un travail parce qu'ils ont compris à un moment, on n'a pas de médias dominants d'extrême droite. Internet, c'est un champ vide, on peut y aller. Et ils ont multiplié des blogs, ce qui fait qu'en fait, tu retrouves des bribes de morceaux de leur stratégie, de leur idéologie, un peu partout. Soral l'a bien compris avec la vidéo, c'est un homme de médias, ça marche très bien. Et que nous, tous ceux qui voilà, que ce soit les quartiers, personne ou toutes ces grandes choses qui se passent dans les quartiers, ça commence un peu à se multiplier. Et même pour renouveler un peu la pensée politique, il n'y a pas grand chose. Il faut ressourcer et aussi apparaître, faire effet masse, parce que beaucoup de gens, leur source d'information, c'est Internet. Si tu laisses ça, ça veut dire que tu acceptes qu'un champ de bataille, tu l'as perdu définitivement.
Allez,